« 1940, la France écrit son histoire en noir et blanc. L'armistice, Philippe Pétain reçoit les pleins pouvoirs, il devient le chef de l'État français. Le 24 octobre, il rencontre Hitler dans un wagon, en gare de Montoire, département Loir-et-Cher. Le maréchal œuvre sans répit, gare de Montoire, le défenseur de Verdun au chancelier du Reich. Film saisissant où le grand soldat que le monde entier admire se montre devant le vainqueur aussi grand qu'il fut héroïque au jour sombre de l'armistice. L'incursion de Montoire dans l'histoire de France aurait pu s'arrêter là. Mais en 1942, Adolf Hitler demande à l'organisation TOT de réaliser au plus près de l'Atlantique des bunkers pour lui-même et son état-major. Base de repli complétant un réseau démarrant en Belgique et passant par Margival dans l'Aisne. Les ingénieurs allemands se sont alors souvenus des études réalisées autour du tunnel ferroviaire de Saint-Rémy en 1940. Celui-ci, sous 30 mètres de coteau, devait accueillir et mettre sous protection le train du chancelier allemand en cas d'attaque de l'aviation britannique. Il n'en fut rien, mais les travaux préparatoires permirent la conception de cet ensemble d'une centaine d'édifices en béton portant le nom abrégé de W3. Le 7 juillet 1942, l'état-major allemand décide de sa construction. Il s'appuiera sur les collines dominant la vallée du Loir, Saint-Rémy, Villavard, Lunay, Les Roches. Jean-Pierre Gore est le guide de ces lieux. Les murs de ce premier blocos ont une épaisseur de 8 mètres. Il ne possède qu'une seule entrée qui débouche sur une écluse à gaz, un sas pouvant recevoir le souffle d'une bombe sans atteindre l'appartement du Führer. Par ici, c'était la chambre prévue pour Hitler. C'était quand même, pour lui tout seul, c'était assez spacieux. Hein, avec bien sûr toutes les tranchées pour les canalisations de chauffage, etc. Et ne pas oublier qu'il y avait du lambris non traité, parce que Hitler détestait le lambris traité. Bon, alors ici, c'était la baignoire pour Hitler, là, c'était la douche, et à côté, les toilettes. De l'autre côté de la voie ferrée, le bunker numéro 2 devait abriter l'état-major de l'armée allemande. Pas de couloir transversal et 2 entrées, un système de ventilation exceptionnel et une salle de cartographie unique, aujourd'hui totalement dénudée. Alors là, je rentre dans la pièce d'état-major. Là, c'est là que tous les officiers se réunissaient en cas d'attaque ou s'il y avait un problème. Et là, il y avait une grande table, des chaises, peut-être des fauteuils, on ne sait pas trop, hein. Tout est disparu. Mais ils étaient sûrement très bien là. Alors cette pièce, c'était des ventilateurs, des gros ventilateurs pour recycler l'air. Ceux-là étaient électriques et il y en avait à côté des manuels, parce qu'ils pouvaient aussi imaginer qu'il y ait une panne de courant. Enfin, le PC de transmission, le bâtiment le plus important avec une surface de 6000 m² plus le sous-sol. Et une technologie téléphonique de pointe qui permettait de relier instantanément les quartiers généraux des 3 corps d'armée allemands. Ici, nous sommes dans le central téléphonique du site de W3, qui est le plus grand bâtiment en béton qui est sur le site de W3, puisqu'il fait 42 mètres de long sur 13 mètres de large. Ici, de ce côté-ci, vous avez les toilettes, vous avez les salles de bain, les douches, et complètement à l'autre bout, c'est les cuisines. Autrement, il y avait des pièces pour que tous les secrétaires soient là, et là, le câble arrivait de par ici, il traversait le Loir, et il était sur la ligne de Tours-Orléans. Alors ce câble-là, il y avait des pupitres de chaque côté. Les gens qui étaient à ces pupitres avaient entre 80 et 100 connexions chacune. Et lorsque tout marchait bien, on avait Berlin en un quart d'heure,
On avait Dunkerque en un quart d'heure, ça a été très vite. C'est donc à l'organisation Todt que Hitler confie la réalisation de ces bunkers. Pendant des mois, des milliers d'ouvriers vont se succéder sur le chantier. Mais qui étaient-ils? Des prisonniers certes, des STO, service du travail obligatoire, mais aussi des volontaires. Ils arrivaient de Vendôme chaque matin par le train, ici, dans cette courbe où avaient été construits des quais en bois. Combien étaient-ils? Comment étaient-ils traités? Comment étaient-ils payés? Quelles étaient leurs relations avec les Allemands? La mémoire, souvent, peine à se rafraîchir. C'est un chantier qui a rassemblé jusqu'à 2500 personnes. Et des personnes qui étaient requis, des prisonniers étrangers d'Italie, d'Espagne, Tchécoslovaque également. Mais il y avait aussi des volontaires. On était réquisitionné, hein. Ça, on était réquisitionné. Le maire, il faisait une liste. Il faisait la liste. Tous les jours. Oui. Alors, tous les jours, là, on était pour 3 jours. Hein. On partait avec 5-6 voitures à la file. Ça fait qu'on pouvait discuter, on pouvait parler. Oui, les chevaux, hein. il allait tout seul. Oui, à part des fois, il y a une voiture qui nous doublait, une voiture d'Allemand ou n'importe. Ah oui, Allez, rangez-vous, les gars, une voiture. Il y avait un bureau de placement du côté de Vendôme, au quartier Rochambeau de Vendôme, qui recrutait des manœuvres et autres ouvriers, qui disaient d'ailleurs l'argument c'était haut salaire et travail assuré pour plusieurs mois. Donc à Montoire, quand on parle du W3, il y a peut-être encore une certaine gêne, même si bon, bien sûr les témoins sont de moins en moins nombreux, mais il y a une certaine gêne à dire, ben oui, effectivement, on a travaillé pour un certain salaire et puis travaillé à l'effort, parce que c'était l'effort de guerre allemand. Donc, effectivement, il y a encore peut-être une gêne à en parler. Non. Ah non, il n'y a pas de volontaire. Non, pas de volontaire, non. Non, mais les autres, c'était les ouvriers qui venaient de Vendôme, quoi. Oui, Parce que nous, on faisait que de conduire le cheval. On conduisait le cheval. C'était des STO. Des STO, oui. C'était des STO. hein. Oui, c'est sûr. Oui. Et qui donc étaient payés? Mais oui. Ah oui? Oui. Ah, mais on t'a bien payé, hein? Nous, oui. On t'a bien payé? Nous, on avait 250 francs, nous. 250 francs à l'époque. 250 francs par jour. Ouais, par jour. Ouais. On suppose qu'il y avait un certain consensus. Alors le mot est un peu fort peut-être, mais je pense que c'était aussi l'intérêt de tous. L'Allemagne y trouvait son compte, et puis localement, on y trouvait tous un peu notre compte aussi. Il n'y avait pas beaucoup d'Allemands. Il n'y avait pas beaucoup d'Allemands, Ils étaient tous à Vendôme. Hein. Ils étaient à l'hôtel. À l'hôtel, il y avait des bureaux à l'hôtel. Et puis, chez Joseph Vaudour, Oui. c'était la fête de gendarmerie. là. Oui. Pourtant, les militaires allemands étaient bien présents. Alors, déni de réalité, oubli volontaire, des écrits comme ceux du docteur Gamard, maire de Montoire à la Libération, ou ceux de M. Ménan attestent d'une évidente coexistence. Les Allemands sont présents, mais ils ne sont pas omniprésents. Ils étaient là beaucoup en fin 40, plus de 500, au moment des entrevues, et après, la vie a suivi son cours. Même les commerçants ont un petit peu regretté leur départ, parce que quand ils étaient là, le commerce marchait bien. Et aussi, ils payaient, comme on dit, rubis sur l'ongle. Ils venaient certainement en ville et ils consommaient. Hein. Ils devaient aller, et à Villavard, il y avait un café. Dans tous les villages, il y avait un café, voire 2, voire 3. C'était un lieu de convivialité, le café. C'est un lieu où se passait beaucoup de choses. Ma mère me racontait, quand les Allemands sont arrivés, et ils ont envahi le café, ils ont consommé même des choses des fois qui n'étaient pas consommables, mais ils payaient quand même. Ils trouvaient que la guerre, c'était triste. Il y a notre doyen, il me racontait qu'il avait battu un Allemand sur l'humour. Il dit, j'ai battu un Allemand, hein. Je suis le seul à Montoire à avoir battu un Allemand aux cartes. Mais au-delà de l'humour, il y avait ceux qui n'appréciaient pas la présence de l'occupant, même si, à Montoire, on n'a jamais parlé d'actes de résistance. On les avait volés, c'était vrai, 200 litres d'essence. Et ils avaient su qu'il y avait de l'essence là. Oh ben je me rappelle toujours. Ils étaient 4, hein.
4 grandes cassettes, là. Il y en avait un ou deux de ces salauds-là qui ils parlaient le français. Mais ça fait rien, il y avait un interprète. Vous avez de l'essence? Puis le père, c'était attention, c'était un... Il dit quoi? Vous rigolez, de l'essence? Il est dans votre tas de fumier. Et c'était vrai, on avait des animaux, il y avait des vaches, des chevaux et puis des cochons, quoi. Alors, vous savez, ça faisait du fumier. Il y avait un de ces tas de fumier. Et le puits d'essence, il était caché dans le fond du tas de fumier. Et il était au courant. Il dit, vous avez de l'essence. Il dit, je vous dis, je n'ai pas de moteur. C'est dans le tas de fumier. C'est dans le tas de fumier. Vous savez ce que c'est que des fourches? Il était 4. Tiens, voilà 4 fourches. Ils sondaient comme ça, ils pouvaient tout courir pour le trouver. Et puis au bout d'un moment, mais ça durait longtemps. Bon, il y en a qui disent, bon, puis il m'interrogeait aussi, moi. C'est pareil, j'étais comme lui. Je connaissais rien. Et bon, ben, vous voulez pas nous avouer, ben, demain, on vient vous chercher. À 11h. À 11h? Oui. Bon, ben, il dit, on sera prêt. Il dit, après tout, il dit, ça me fait rien. J'ai 2 frères qui sont prisonniers, un beau-frère que vous avez tué, peut-être que ça, puis il rigolait pas. Et puis il dit, je laisse ma femme à la maison avec la famille, il dit, on peut y aller, on ira, on sera prêt. On ne s'est jamais vu. Et puis, il y avait ceux qui cultivaient la nostalgie. Cette carte postale est peu connue. Elle porte le cachet de la poste de Montoire et de celle de Wiesbaden. Elle a été expédiée de Montoire en 1942, en guise d'anniversaire, avec de la terre prélevée sur la voie ferrée, à l'endroit même de la poignée de main Hitler-Pétain. Une initiative de la Légion des volontaires français, organisation de collaboration à laquelle avait souscrit la majorité des personnalités locales. Illustration de ce que fut la vie à Montoire, avec ses épisodes parfois historiques, ses moments dictés par la nécessité de survie et ce curieux chantier si vite enveloppé de silence. Sur le nombre de personnes qui travaillaient, par exemple, de Montoire, eh ben, tout le monde se tenait. Tout le monde se tenait. S'il y avait peu de personnes qui allaient travailler, elles auraient été exclues, ou après la guerre, elles auraient été visées par la rumeur, comme ça. Les témoignages, le secret et le témoignage sont les meilleurs et les pires des choses en même temps, si on ne fait pas attention, parce que les souvenirs des personnes sont reconstitués, les souvenirs des personnes sont réimaginés, et puis chaque personne se met plutôt en bonne situation, elle ne se met pas en mauvaise situation. C'est pour se protéger, il y a des craintes. Il y a des craintes. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je dis que, un peu différent de ce qu'on raconte officiellement. Bref, il y a des craintes. Il y a des secrets, je dirais, qui se comprennent, qui sont des affaires de famille. Voilà, bon, bref. D'autres secrets où les gens ne se rappellent plus, ou veulent plus se rappeler. Alors, dans ce département du Loir-et-Cher qui a donné naissance au rendez-vous de l'histoire, justement, peut-elle avoir rendez-vous avec le secret? C'est assez étonnant, les affaires d'histoire, mais les travaux sur le secret, sur les confidences, sur le secret protecteur et le secret qui cache, et puis les légendes écrites, les légendes pour des raisons politiques. Beaucoup de légendes écrites pour des raisons politiques. Alors, on me dit, tu es anti? Non, je ne suis pas anti, mais je constate que toute une partie de ceux qui ont écrit les légendes à la sortie, ils étaient plutôt dans un courant politique, voilà, et ils ont créé l'histoire à leur propre fin, et les autres n'y étaient pas présents. 1940-1943, ville de Montoire, département du Loir-et-Cher. Les images du cinématographe défilent toujours en noir et blanc. Mais la vie, elle, reconnaît toutes les nuances de gris, y compris le vert de gris.